Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue. Les grandes articulations. Lancement à Kankan d'un projet de près de 33 millions de dollars. Il s'agit de promouvoir le développement rural dans les préfectures de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. C'est un appui du gouvernement et de la Banque mondiale. On n'est pas loin de la création du projet de gestion des bassins fluviaux transfrontaliers. L'initiative est unanimement soutenue par les pays du fleuve Mano. En Guinée, les acteurs concernés se retrouvent pour des résultats concluants. Sport foot, coup d'envoi de la première édition du tournoi doté du chef de l'État, une compétition organisée par les jeunes leaders de Bessia. 8 équipes sont engagées dans ce tournoi. À l'entame, Bessia Centre était opposé à Bessia Cité 2. C'est tout pour les titres. Justice. De nouveaux magistrats et greffiers entrent en fonction. Cette étape est intervenue après 2 ans de formation théorique et pratique. Au terme de la prestation des serments, les 201 bénéficiaires vont commencer à animer dans les cours et tribunaux une réponse au déficit de personnel auquel la justice fait face après la mise à la retraite de plusieurs cadres. Kerno Younoussaba. 101 auditeurs de justice et 100 élèves greffiers. Ces futurs animateurs des cours et tribunaux prêtent serment devant la cour. À partir de cet instant, ils intègrent l'effectif du personnel judiciaire. Par cette formalité, les auditeurs seront appelés désormais magistrats et les élèves greffiers vont conserver le nom de greffier. C'est un moment chargé de sens, un moment qui incarne le triomphe de l'effort, de la discipline et de la foi en la justice. Un moment qui marque le passage d'une étape de formation exigeante à une mission de service public essentielle à la stabilité et à la paix. L'accomplissement de cet acte solennel n'est pas une simple formalité. C'est un acte fondateur qui va vous lier non seulement à la République, mais aussi à votre éducation et à votre propre conscience. À travers ce rituel, les bénéficiaires jurent de loyalement remplir leur mission de greffier et de magistrat. Au terme de ce processus, ils peuvent désormais statuer sur des infractions. Car le juge, par essence, doit être au-dessus des passions, des pressions et des intérêts. Votre boussole sera l'impartialité, votre éthique la neutralité, votre force le silence et l'indépendance. Le juge n'est pas un automate du texte, il est un interprète éclairé, un pacificateur, un artisan du vivre ensemble. Vous comparaissez devant cette auguste cour, certes, pas pour défendre ou justifier un droit dont vous êtes privé ou auquel vous êtes présumé avoir porté atteinte, mais pour prendre un engagement solennel de bien et loyalement poursuivre, instruire ou juger en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité et de vous comporter en toutes circonstances comme un digne et loyal magistrat. Ce recrutement est le plus important jamais réalisé par le Centre de formation judiciaire depuis sa création. Cet exploit en termes de nombre vient ainsi aider à résorber le déficit du personnel avec le départ massif à la retraite de magistrats et greffiers ces dernières années. Et la responsabilité elle est grande, surtout quand on est jeune et qu'on accède à l'une des professions les plus nobles, comme la profession de magistrat. Les attentes sont de trop, mais auprès des aînés, nous comptons nous exercer pour élever le niveau de la justice. Avec la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, nous avons aujourd'hui la possibilité de procéder à des recrutements, à des formations pour absorber ce déficit. Cette journée est une journée historique qui consacre cet exercice. Par ces recrues, le chef de département de la justice réaffirme sa volonté à insuffler du sang neuf dans l'arène judiciaire, ce qui va aider à répondre
aux exigences de la nouvelle carte judiciaire susceptible de rapprocher la justice des justiciables. À Kankan, lancement d'un projet de près de 33 millions de dollars. Il s'agit de promouvoir le développement rural dans la préfecture de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. C'est un appui du gouvernement et de la Banque mondiale permettant de booster les filières maïs et soja. Le projet est prévu pour 5 ans. Fodé Camara. Dans la ville de Kankan, le nouveau-né des projets et programmes du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a dévoilé ses ambitions pour le monde rural. Le projet d'appui au développement agro-pastoral, à la digitalisation et à l'accès au marché en Guinée est financé par le gouvernement et la Banque africaine de développement à hauteur de près de 33 millions de dollars, soit plus de 279 milliards de francs guinéens. À l'entente de mes propos, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de remercier très chaleureusement le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Qui a mis le secteur agro-pastoral au cœur des priorités du développement socio-économique de la République de Guinée. Ce projet fera en sorte qu'au niveau de toute la chaîne de valeur, il y ait un soutien à tous les acteurs de cette chaîne de valeur pour développer ces spéculations que nous venons de voir. Officiellement lancé ici à Kankan, cet autre instrument de développement rural va contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'amélioration des revenus et l'inclusion financière des populations des zones d'intervention de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. C'est une réponse aux défis qui assaillent les producteurs et les éleveurs, notamment pour tout ce qui est lié à l'alimentation du bétail et de la volaille, pour tout ce qui est lié aux aménagements pastoraux, et notamment pour réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Cette réponse à des défis cruciaux de modernisation de l'agriculture et de l'élevage va également transformer les chaînes de valeur du maïs et du soja, tout en renforçant les capacités institutionnelles, les infrastructures rurales et l'entrepreneuriat agricole des jeunes et des femmes. On est vraiment enthousiaste qu'il y ait ce genre de projet qui vient soutenir déjà nos efforts qu'on a déployés dans le développement des cultures, principalement dans mon cas le soja, qui est une nouvelle culture d'oléagineuse qui n'était pas connue en Guinée. Donc ce genre de projet vient nous encourager. Ces projets, fruits d'un partenariat exemplaire entre le groupe de la Banque africaine de développement et le gouvernement de la République de Guinée, visent à transformer les chaînes de valeur du maïs et du soja, tout en renforçant les infrastructures rurales. À Dinguiraï, Kankan, Sigiring et Mandiana en Haute-Guinée et Beila et Lola en Guinée forestière, le projet Padamag va toucher plus de 40 000 bénéficiaires indirects et 5 000 bénéficiaires directs, dont des producteurs, des commerçants, des éleveurs et d'autres entrepreneurs agro-pastoraux, des filières maïs-soja, volaille et bétail-viande. À Mamou, inauguration de la microcentrale électrique hybride et le pôle universitaire d'innovation technologique et d'entrepreneuriat Unipod, des infrastructures réalisées grâce au soutien financier du PNUD de la coopération française. Il est essentiellement question de lier la théorie à la pratique. Mamadou Patebalé. La modernisation et l'innovation dans les institutions d'enseignement supérieur du pays est devenue une réalité. L'exemple du pôle universitaire d'innovation technologique et d'entrepreneuriat destiné aux étudiants et aux enseignants-chercheurs de l'IST Télico, ainsi que la microcentrale électrique hybride de 15 kW voit le jour. Ces infrastructures répondent aux besoins de la qualification liant la théorie à la pratique en vue de permettre aux étudiants de donner forme à leurs idées d'entrepreneuriat. L'Unipod n'est pas un simple bâtiment. C'est un symbole d'une ère pour l'enseignement supérieur en Guinée. Une ère où la théorie rencontre la pratique,
où les idées se transforment en solutions concrètes, où le rêve devient la réalité. Quant à la centrale, elle permet aux étudiants en génie électrique de pouvoir se familiariser aux nouvelles technologies dans leur domaine, le domaine de l'énergie renouvelable, et de faire des TP en câblage aérien et souterrain, chose qui est impossible avec le réseau des EDG. Entièrement équipé grâce à l'appui financier de PNUD pour l'INEPOD et de la région de Hauts-de-France pour la centrale électrique, ces infrastructures de pointe sont le symbole d'une nouvelle ère pour l'enseignement supérieur permettant de lever les défis économiques, sociaux et environnementaux. Les ouvrages que nous inaugurons aujourd'hui ne sont pas de simples constructions. Ils représentent une ambition nationale partagée, celle d'un enseignement supérieur de qualité et qui permet la connexion avec l'environnement, capable d'innover tout en répondant aux enjeux énergétiques, technologiques, sociaux de notre temps. En plus de leur impact dans la dimension étudiant-entrepreneur, il constitue un signal fort que le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya et les partenaires au développement ont voulu mettre à la disposition de la jeunesse ambitieuse de Guinée pour préparer leur avenir. À travers Unipod Guinée, nous réaffirmons notre volonté d'accompagner le pays vers une économie de savoir, où chaque jeune pourra exprimer son potentiel et contribuer activement à la transformation et au développement de la société. Je vous invite, les jeunes, à saisir cette opportunité, à explorer, à créer et à impacter le futur. À l'inauguration de ces infrastructures, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a traduit la volonté politique du gouvernement de soutenir l'éducation à travers le méga-projet Simandou 2040. L'objectif pour nous dans les institutions d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, c'est de former des créateurs d'entreprises, des créateurs d'emplois. C'est de former des capitaines d'industrie. C'est de former des chefs d'entreprise qui vont participer au développement de la République de Guinée. Comment vous participez à cela? Plus il y a d'entrepreneurs dans ce pays, plus il y a de capitaines d'industrie dans ce pays, plus on élargit et plus largement on élargit l'assiette fiscale et la contribution du secteur privé dans l'assiette fiscale. Le développement de la Guinée, c'est vous. Le développement de la Guinée, ce n'est pas de grands accords dont on a entendu parler. Le développement de la Guinée, ce sont les Guinéens qui acceptent, malgré toutes les difficultés, de passer par la case éducation et surtout de porter les efforts de développement de notre pays. En marge de l'inauguration de ces infrastructures, le ministre Alpha Bakar Bari a procédé à la pose de la première pierre du hangar industriel qui viendra en appui à l'Unipod. La dynamique du collectif des anciens membres du gouvernement CNRD a procédé ce samedi à la remise des kits de sonorisation et un véhicule pick-up aux mouvements et associations de soutien aux idéaux du chef de l'État. En ligne de mire, sensibiliser les citoyens à se faire recenser avant la date du 30 mai 2025, indiquée par les autorités guinéennes. Falilou Diallo. C'est la deuxième phase de remise des kits de sonorisation et engins roulants pour les mouvements et associations de soutien aux idéaux du général président. L'idée d'améliorer la mobilité des acteurs dans la sensibilisation des populations à se faire recenser, un acte citoyen pour renforcer leur capacité à influencer l'avenir de la Guinée. Pas recensé, on existe, on ne vit pas. Donc c'est avec le recensement qu'on peut avoir des projets et des programmes qui vont dans le cadre du bien-être des populations. Donc aujourd'hui, nous avons remis des kits aux différents mouvements de soutien pour qu'ils puissent aussi, au niveau de leur quartier, faire de la sensibilisation pour le recensement. C'est donc une grande avancée dans la mobilisation citoyenne pour la réussite des opérations de recensement biométrique à vocation d'état civil. À travers ce geste, le collectif des anciens ministres du gouvernement CNRD offre un moment de partage pour plus d'engagement citoyen pour l'atteinte des résultats. Cet engagement est d'abord patriotique.
pour tout individu qui connaît l'importance du recensement de la population d'un pays, on doit agir en tant que citoyen. On doit savoir que c'est un devoir. Donc le devoir nous oblige d'accomplir le souhait du collectif des anciens ministres. Puis de mettre des moyens à notre disposition pour que nous puissions aller dans les confins. Parce qu'il y a des personnes, ils ne peuvent pas tout laisser aller se faire recenser. S'il faut une journée entière, ils ne sont pas recensés, ils sont découragés et le lendemain, ils ne reviennent plus. Donc de tout mettre en œuvre, de nous aider sur ce fait-là. Chaque voix compte, chaque visage est unique, recensez-vous ou encore se recenser, un acte civique, un devoir citoyen. Ce sont entre autres slogans qui seront véhiculés pendant la mobilisation citoyenne, tout comme ici, lors de cette cérémonie de remise. Gestion des bassins fluviaux transfrontaliers, un projet de création est en gestation, une initiative commune des pays de fleuve Mano. Le sujet mobilise les acteurs concernés, c'est le cas en Guinée où l'espoir semble permis. Makemedunzo. Makona de Gekedou, l'un des bassins versants que partagent les pays de Mano River Union. Ce voisinage géographique oblige ces États à la création d'un office de gestion des bassins fluviaux transfrontaliers de l'Union de fleuve Mano. L'objectif est de sauver l'écosystème déjà menacé par le réchauffement climatique. En Guinée, les directions concernées échangent autour du projet. La création de l'Office de gestion des bassins fluviaux transfrontaliers, appelé OGBFT, constitue une réponse concentrée, ambitieuse et nécessaire. Cette organisation aura pour mission de promouvoir une gestion intégrée, équitable et durable de nos ressources en eau, tout en renforçant la coopération entre nos États membres. Il s'agira non seulement de protéger nos écosystèmes fluviaux, mais aussi de garantir un accès équitable de l'eau, de prévenir les conflits et de maintenir le développement local à travers des projets structurants. Les études sur le projet ont commencé en 2015 en collaboration avec la CEDEAO qui est en concertation avec les États membres. Le but est de mettre les participants au même niveau dans l'avancement des idées. C'est un premier départ, on va faire de la sensibilisation et de l'information. Ensuite, nous avons des documents juridiques déjà préparés qui vont être validés au niveau national dans chacun des pays. Ensuite, on va convenir une réunion sous-régionale pour que les 4 pays en même temps, les acteurs en même temps se réunissent pour regarder en même temps, chacun venant avec les spécificités et les objectifs nationaux pour valider les documents juridiques. Une fois que ces documents juridiques sont validés, vont être remontés au niveau d'un conseil de ministres qui va prendre la décision finale. Et cette décision finale du conseil de ministres va être soumise aux chefs d'État. Ce sont les chefs d'État qui ont le dernier mot par rapport à cet office. L'ambition du groupe est de promouvoir une gestion durable des ressources naturelles afin de renforcer la coopération transfrontalière entre les pays membres que sont la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, non-conformité de certains établissements de soins de santé privés aux normes en la matière, c'est le constat des dernières visites opérées dans ces lieux publics. L'heure est à la vulgarisation des normes et procédures établies, une démarche enclenchée par le département de la santé et la structure concernée. Mariam Kamara. On sait dorénavant en quoi s'en tenir pour l'ouverture d'une structure hospitalière privée en Guinée. Ici, l'heure est à la vulgarisation des normes et procédures sur la base desquelles les établissements de soins et structures privées doivent se conformer. Objectif, contribuer à l'amélioration de la qualité de l'offre des soins et de la sécurité des patients dans les établissements médicaux et paramédicaux privés. Le constat est que depuis décembre 2024, plus précisément le 26, il y a une opération qui a commencé sur le terrain qui consiste à identifier et à fermer toutes les structures médicales et paramédicales illégales et ou non conformes. Face à cela, il est très important pour nous, et c'est pourquoi nous faisons cet atelier, pour dire à tous ceux qui sont dans le secteur privé de la santé quelles sont les normes qu'il faut respecter en matière d'infrastructure, en matière d'équipement et en matière de ressources humaines adaptées à chaque type de structure qu'ils voudront installer.
La Direction nationale des établissements hospitaliers publics et privés a ainsi été mise à contribution pour concevoir un support simplifié et organiser une session de formation des promoteurs et prestataires des établissements de soins de santé privés. L'objectif recherché, c'est de permettre à tous ceux qui peuvent ou veulent ouvrir une structure sanitaire de mieux appréhender ce qu'il doit faire. Parce que s'il ne maîtrise pas cela, il va faire sa demande, nous on reçoit la demande, on traite, on lui donne l'agrément de création. Mais il ne pourra pas avoir l'agrément d'exploitation. Nous sommes entièrement en ligne et en phase avec les préoccupations du ministère et nous voulons que notre secteur, le niveau privé, soit de qualité. Grâce à cet atelier, les acteurs pourront non seulement connaître la typologie des établissements, s'approprier des directives pour la création des différents types de structures sanitaires et enfin comprendre les critères de conformité des établissements médicaux et paramédicaux privés. La planification familiale en débat à Conakry. 9 pays de l'Afrique francophone, dont la Guinée, se sont retrouvés. Les échanges ont lieu autour du partenariat de Ouagadougou, créé en 2011. Des échanges dits stratégiques afin d'identifier des solutions concrètes. Karim Kamara. De plus en plus, la promotion de la santé mère et enfant connaît une dimension de précaution politique et sociale. En la matière, le partenariat de Ouagadougou, créé il y a près de 15 ans, a permis des avancées majeures. Au nombre de 9 dans la Guinée, les pays de ce partenariat se retrouvent à Conakry. Des points focaux gouvernementaux pour échanger afin d'identifier des solutions concrètes, réalistes et solidaires. Nous pensons au niveau du partenariat de Ouagadougou à un besoin de plus de souveraineté, souveraineté financière, mais aussi souveraineté contraceptive, par rapport à l'achat des contraceptifs, par rapport aux lignes budgétaires, mais aussi par rapport au renforcement du système de santé, afin qu'ils puissent accueillir de plus en plus de femmes et de jeunes filles qui demandent des services de contraception ou des services de planification familiale, mais la santé de la reproduction en général. Pendant 3 jours, diverses questions liées à la santé de la reproduction et la planification familiale ont été débattues. Entre autres, les priorités nationales et les objectifs à atteindre, l'identification des leviers d'action les plus pertinents ou encore le partage d'expériences et de bonnes pratiques. Tous les États se sont engagés à renforcer la ligne qui soutient dans la santé de la mère et de l'enfant. Et l'autre stratégie, c'est de discuter avec les partenaires qui sont encore là, de voir dans quelle mesure ils peuvent étendre leur domaine d'action pour couvrir les activités que supportait l'aide de l'USAID. Pour le ministère guinéen de la Santé, seule l'émergence d'une synergie d'action permettra de mieux faire face aux défis actuels de financement et de gouvernance. La mobilisation des ressources domestiques est devenue un impératif de souveraineté dans un contexte mondial marqué par la rareté des financements extérieurs, exposant ainsi les pays à un défi de durabilité des actions engagées. C'est pourquoi nous avons amorcé une mobilisation progressive des ressources domestiques à travers le plaidoyer auprès des collectivités décentralisées pour qu'elles soutiennent les interventions au niveau local. Le partenariat de Ouagadougou est scellé par 9 pays de l'Afrique francophone où la prévalence contraceptive a doublé ces derniers temps avec plus de 18 millions de grossesses, 6 millions d'avortements à risque et plus de 60 000 décès maternels évités. À Boké, des acteurs de la santé humaine, animale et environnementalistes sont à l'école. Ils apprennent la prévention des maladies épidémiologiques et des catastrophes naturelles. Une formation assurée par le département de la santé à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Younous Atawel Kamara. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire, multiplie des actions afin de prévenir d'éventuels cas de maladies épidémiologiques, mais aussi des catastrophes naturelles dans le pays. Cette formation des agents de la santé humaine, animale et du département de l'environnement, tenue ici à Boké, en est une illustration. Il s'agit de renforcer les capacités de ces agents sur la conception, la planification et la mise en œuvre d'un plan en cas d'éventuelle épidémie. Le but, c'est de les outiller sur
la conception, la planification et la mise en œuvre des exercices de simulation, qui est un outil très important pour nous, pour renforcer notre préparation, la prévention et la gestion des urgences de santé publique. Comme l'environnement étant un domaine transversal, vraiment ça nous a donné l'expérience, comment planifier, concevoir nos projets, comment les planifier dans le temps et comment les réaliser en commun accord avec les autres secteurs qui sont dans le développement durable. À travers cette formation, ces acteurs des départements sectoriels ont pu cerner quelques notions liées à la prévention des épidémies et des catastrophes naturelles. Le projet bénéficie d'un accompagnement technique et financier de la Banque mondiale. Le message que j'ai à donner, c'est de faire un plaidoyer auprès des partenaires, mais également à l'État de soutenir ces actions. Parce que ça fait longtemps que nous menons des activités, mais le peu de temps qu'on a fait, on a beaucoup appris. Et si nous perpétuons ces simulations dans nos différents districts, ne serait-ce qu'une fois chaque mois, ça va nous permettre encore de mieux coordonner nos actions. Cette approche intégrée nous permet de cerner tous les éventuels cas d'épidémie qui peuvent subvenir, y compris la santé animale, la santé environnementale et la santé humaine, pour contrer et nous préparer à une riposte en cas d'éventuels cas d'épidémie. Ces agents de la santé humaine, animale et du département de l'environnement qui ont bénéficié de cette formation sont venus des régions de Kindia, de Conakry et de Bokeh. Ils sont désormais bien outillés en technique de prévention des maladies épidémiologiques. Et puis, un vent violent s'est récemment abattu sur la ville de Fria, causant d'énormes dégâts matériels. Une mission gouvernementale en compagnie des fils du terroir était sur le terrain, une manière d'apporter leur soutien aux familles sinistrées. Diara Diallo. Toiture endommagée, murs fissurés, arbres déracinés, c'est le triste bilan dans certains quartiers de Fria après le passage dimanche 12 mai d'un vent violent. Pas de perte en vies humaines, mais d'énormes dégâts sont perceptibles sur le terrain. Quelques jours après cet événement malheureux, le gouvernement guinéen apporte son appui et console les victimes. Nous sommes reconfortés. À partir de cet instant, nous sommes convaincus que nous ne sommes pas abandonnés par le CNRD et son président. Votre présence parmi nous, en vos qualités respectives, illustre la grandeur d'âme, la solidarité, assistance et l'attachement profond du chef de l'État aux valeurs d'unité, de justice sociale et de soutien aux plus vulnérables. Dans les quartiers touchés, les victimes se comptent par centaines. Les émissaires du CNRD et du gouvernement sont à leur chevet. Des matériaux pour la reconstruction, des denrées alimentaires, mais aussi des enveloppes symboliques sont remis. Nous avons tenu à être là, non pas seulement pour venir porter du matériel, mais surtout vous dire ce qui touche Fria touche à ses enfants. Nous avons tenu à être là physiquement pour rappeler cela et vous dire nous sommes ensemble. Si un malheur touche un enfant de Fria, ça touche Fria. Et si un bonheur lui arrive, nous sommes là aussi pour souhaiter et célébrer ensemble. Ce drame montre une nouvelle fois l'importance de développer une culture de la sécurité et de se doter de moyens de prévention efficaces. Nous allons y veiller désormais. Grâce à cette mission, nous allons mettre en route plusieurs actions par des campagnes de sensibilisation avant, pendant et après la saison des fortes pluies. Pour permettre le partage juste et équitable de ces dons, une équipe de Languche est sur le terrain. Elle travaillera avec les autorités et la commission de gestion de cette catastrophe naturelle mise en place au lendemain de ce sinistre. Avant de quitter le Sombori, une rencontre avec les sages est organisée et des prières pour la paix, la cohésion sociale sont faites. Sport foot, c'est parti pour la première édition du tournoi doté du chef de l'État, une compétition organisée par les jeunes leaders de Bessia. 8 équipes rivalisent dans ce tournoi. Au début des hostilités, Bessia Centre était opposé à Bessia Cité 2. Djibril Kamara. Un Guinéen, un identifiant, c'est le slogan de ce tournoi de football doté du trophée soutien au PRG, parrainé par Daouda Sako Daf de la grande chancellerie des ordres nationaux de mérite. Le coup d'envoi a mis aux prises l'équipe de Bessia Centre en jaune à son homologue de Bessia Cité 2. À l'issue des 90 minutes, Bessia Centre s'est imposé sur le score de 3-0. Bon, nous sommes satisfaits car on est qualifié en demi-finale. C'est 8 équipes, donc l'équipe va très bien. Bon, l'équipe adverse, il était aussi efficace.
mais le foot n'était pas de leur côté aujourd'hui. Donc je les félicite aussi. L'objectif de cette compétition, c'est soutenir les idéaux et la candidature du général Mamadi Doumbouya, vu tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans le cadre du développement du football à la base et de l'épanouissement de la jeunesse de la République de Guinée. Ce tournoi de football se joue en éliminatoire direct entre les équipes participantes. L'occasion est mise à profit pour inciter les fils et filles à accomplir leur devoir citoyen qui est le recensement biométrique en cours en Guinée. Les présidents des délégations spéciales sont invités pour la circonstance. D'abord, c'est pour vous remercier pour cette initiative, aussi la qualité de l'organisation au nom de monsieur le parrain. Et nous sommes heureux d'être parmi vous parce que c'est une rencontre entre jeunes et surtout encourager le football à la base. Nous profitons de votre micro pour inviter tous qui sont là, qui sont venus pour accompagner les jeunes dans cette organisation, de venir et d'aller se faire recenser. Parce que c'est ce qui donnera à notre pays les vraies statistiques, c'est ce qui nous permettra, n'est-ce pas, à nos dirigeants d'orienter, n'est-ce pas, les grandes politiques de notre pays. Ce tournoi a été organisé dans l'intention de sensibiliser les populations à se faire recenser. On soutient toute initiative à date qui est faite pour en faire un tremplin à sensibiliser les populations à se recenser. Déjà, tout au long de cette compétition, les messages de sensibilisation sont véhiculés à travers les artistes du quartier. Le mouvement Mamadi Doumbouya, la force tranquille, veut dans un laps de temps inciter la population de Bessia à se faire recenser. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent.